Ministre Edwin Parison, merci le fait qu'on accepte l'invitation Caméra Mosaïque pour avec nous sur MCTV Boston. Qui première réaction sur déclaration président dominicain Luis Abinader dans le cadre de présentation bilan de 100 premiers jours, monsieur, sous pouvoir en République dominicaine? Bon, mon cher, il y a différents éléments pour nous considérer. Alors, le premier élément, c'est durant la campagne électorale, le PRM, qui est actuellement le parti au pouvoir, et l'était défini en politique face à Haïti, et anti-gens plus détaillé, anti-gens plus solide par rapport à l'autre candidat, à l'autre parti politique. Donc, on a trois principaux candidats dans la course électorale qui était faite en juillet passé. Donc, il y avait le candidat du parti officiel, le PLD, c'est Gonzalo Castillo, où tu as gagné le candidat Lionel Fernandez, qui est ancien président, et Kalforme Boutikapa, donc un second nouveau parti qui est la force du peuple après séparation dans le PLD, et puis où tu as gagné le candidat de l'opposition, l'un des partis de l'opposition, et le plus important d'ailleurs, et qui était candidat déjà lors des dernières élections, mais qui n'est pas de bon, donc Luis Abinader Corona. Et là, nous avons analysé les propositions ou bien la politique que ces différents candidats ont dit pour développer face à Haïti, eh bien, nous avons jugé que la politique du PRM et du candidat Abinader, c'est lui qui te paraît anti-gens et Andy plus solide et qui te paraît plus approprié pour les bonnes relations entre Haïti et la République. Ils ont même allé jusqu'à démontrer leur préoccupation par rapport au déséquilibre commercial. On a un gros déséquilibre et selon les derniers chiffres, à cause du coronavirus, les exportations dominicaines ont baissé de 14%. Et année ça, par exemple, il faut que nous ayons déjà rapproché de 1 milliard, entre 600 millions jusqu'à 1 milliard de dollars, malgré cette baisse de 14% des exportations causées par le coronavirus. Et donc, regarder ce qui est exporté d'Haïti vers la République dominicaine, donc on ne peut pas dépasser 100 millions de dollars. Donc là, un partenaire, on va être conscient de la situation, ça, et il démontrer, il dit que lui-même, l'administration parle, il faut qu'il aide Haïti pour que Haïti augmente les capacités de production, pour que Haïti essaye plus ou moins et font certain équilibre dans la balance commerciale là. Donc, c'est quand même à apprécier. Alors, à partir du moment que le PRM vient arriver au pouvoir là, vraiment, nous venons constater une sorte d'emphase, en phase particulière sur Haïti, et que nous venons anti-gens à analyser, parce que nous ne pouvons pas trop comprendre pour qui ça en phase ça, particulièrement, non seulement sur la situation en Haïti, mais aussi en ce qui a trait à la situation des Haïtiens en République dominicaine. Donc, nous nous retrouvons avec de hautes personnalités du PRM et du gouvernement, de l'administration Abinader, donc le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, soit dans des déclarations à des médias locaux, soit dans des déclarations à des médias internationaux ou dans des événements, dans des réunions, conférences internationales, telles que par exemple lors de la présentation au Conseil de sécurité des Nations Unies du rapport de Mme Lalim. Donc, nous te retrouvons nous avec une intervention du chancelier dominicain et Andy qui t'a montré certaines inquiétudes de la part de la République dominicaine par rapport à la situation en Haïti et en même temps, il vient répéter une nouvelle fois cette question que Haïti est une charge pour la République dominicaine et que c'est une charge insoutenable, Jean que le président Abinader dit lors de cette dernière intervention radio-télévisée pour les 100 premiers jours de son administration. Donc, dans ce cadre-là, on essaie qui ça a provoqué, on dit, nous pas pris une sorte de changement de la politique de Haïti, mais cette nouvelle gestion que l'administration Abinader a décidé de faire, et tant sur le plan local comme sur le plan international. Il faut dire
que la question haïtienne est une question éminemment politique en République dominicaine. Tant dans le traitement que les médias de communication baillent, comme aussi dans le discours public de certains acteurs politiques. Et là, on a parlé d'acteurs politiques, nous avons des figures bien connues qui liées à un secteur ouvertement anti-haïtien. Et ce secteur, malheureusement, pour les bonnes relations entre Haïti et la République dominicaine, a une capacité énorme de nuisance face au gouvernement en place en République dominicaine. Et c'est pour cela que les différents gouvernements pendant les dernières années, ils ont toujours montré très prudents par rapport à ce secteur ça. Ils ont même voulu plaire au secteur ça pour que l'IPA trop et Andy attaquer le gouvernement. Donc, premier élément, c'est ça. Donc, il y a une pression énorme du secteur ultranationaliste dominicain sur le gouvernement dominicain par rapport à des aspects de la question haïtiano-dominicaine et son secteur, par exemple, qui a promouvoir la construction de murs pour séparer les deux pays. Parce que justement, il dit que situation ça insoutenable pour la République dominicaine, il y a des flux migratoires constants et croissants. Donc, il n'y a pas qu'à supporter bagaille ça encore. Donc, il faut que la République dominicaine prenne une mesure drastique qui serait la construction de murs sur les plus de 380 km de frontières entre les deux pays. Donc, en même temps, ce secteur ultranationaliste, il a toujours dit qu'il existe un plan de la communauté internationale pour fusionner les deux pays en une seule nation. C'est la fusion de l'île. Donc, il dit que ça allait commencer fait à travers de ça que même une invasion pacifique du territoire national dominicain par la migration. Donc, le fait qu'il y a des flux migratoires ça, pour ce secteur, ces flux migratoires répondent à un plan. Et c'est un plan concocté par des secteurs de la communauté internationale, dont les États-Unis, la France et le Canada, pour déverser sur la République dominicaine des flux migratoires que le pays eux-mêmes n'ont pas souhaité recevoir. Donc, son bagage est bien monté, parce qu'à travers ce discours anti-haïtien, l'homme dit bien monté, c'est justement pour démontrer, et surtout que ce programme est hautement vu, et m'a parlé là de caméra mosaïque, hautement vu aux États-Unis, côté que nous connaissons que la réalité est totalement le contraire. Et donc, même lorsque il y a des contrôles migratoires dans ces différents pays que je viens de citer, mais on dit que pas de barrière spéciale contre les Haïtiens, et puis les Haïtiens arrivent à s'intégrer socialement, politiquement dans ces différents pays cités. Donc, son bagage et son manipulation, et il est clair qu'il s'agit d'une idéologie bien élaborée contre Haïti et contre la présence haïtienne. Pour nous entrer dans un point spécifique de déclaration président dominicain Luis Abinader dans le cadre de la conférence de presse qui était tout récemment, eh bien, ces situations compatriotes haïtiennes et vivant du côté de la frontière entre les deux pays qui traversaient et allaient en République dominicaine pour accoucher. Selon le président dominicain, la République dominicaine n'a qu'à continuer à financer chaque année à hauteur de 12 millions de dollars américains accouchement compatriotes haïtiennes en République dominicaine. Qui Jean Oué et dossier ça en tant que directeur exécutif Fondation Zile. Bon, elle dit que son réalité que même en République dominicaine et les femmes dominicaines de la classe moyenne, ils te connaissent très bien. Pendant les années 80, les années 70 ou les années 90, juste pendant l'année 2000 là, et il y a des femmes dominicaines jusqu'à présent, ils ont fait côté que mesdames ont accouché au Porto Rico ou bien elles ont accouché aux États-Unis. Donc, c'est des mondes qui ont essayé d'utiliser le système de santé publique des États-Unis, et non seulement parce que, bon, je crois que un système de santé, évidemment, beaucoup plus robuste que ça que l'on a joué dans le pays par eux, mais en deuxième lieu, il y a le fait que si tu m'en fait aux États-Unis, jusqu'à présent, il existe le jus solis, le droit du sol, que Trump a besoin d'éliminer.
Mais jusqu'à présent, le jus solis est en vigueur dans la Constitution des États-Unis. Donc, le Timoun fait aux États-Unis ont bénéficié du fait que Timoun vient américain des vacances. Dans le cas des femmes haïtiennes, surtout des femmes des villes frontalières haïtiennes, et ils n'ont pas cherché la nationalité dominicaine pour leurs enfants. Ils ont cherché effectivement à l'accoucher dans les hôpitaux qu'ils n'ont pas joint dans le pays. Ils n'ont pas joint dans le pays, nous. Ouais? Donc, il est en fait, c'est une réalité. Dans les zones frontalières haïtiennes, nous n'avons pas d'hôpitaux de référence. Et que leur et mon licence les proches de l'accouchement, donc effectivement, ils joignent des trafiquants qui mènent parce que c'est des gens qui ne connaissent rien en République dominicaine, ils ne connaissent rien dans le système, ils ne connaissent pas l'hôpital là. Donc, il y a des gens qui ont ces activités ça que vous faites, eh bien, et transporter les gens et amener dans l'hôpital. Donc là, il s'agit beaucoup plus d'un problème de trafic humain. Et c'est de cette façon que nous-mêmes, nous devons aborder, nous devons gérer. Il y a un problème de trafic humain. Et le trafic humain, pour que le fait, il doit avoir une complicité des deux parties. C'est-à-dire que tout le monde quitte le territoire haïtien sans passeport ou bien sans pas un visa, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas un visa dominicain. Donc, la passé un côté qui va sous contrôle de la police haïtienne ou bien de l'immigration haïtienne. Pour le rentrer en territoire dominicain, c'est la même chose. Au contraire, le ça est obligé de payer moun qui dans l'immigration, moun qui a suivi les frontières dominicaines. Et le sénateur de la province de Higüey, sénateur dominicain, monsieur met des bagages à la claire. Monsieur dit très clairement, et premièrement, c'est eux-mêmes, c'est la République dominicaine qui doit suivre les frontières. C'est eux-mêmes qui doivent attirer l'attention des militaires dominicains. Je répète là, le sénateur de Higüey, de la province de Higüey, et qui dit très clairement que ces militaires dominicains qui prennent comme pour quitter le monde passé, pour quitter le monde rentré. Nous d'accord que la République dominicaine constitue pour les masses défavorisées haïtiennes une attraction en termes de destination migratoire. Il est clair, c'est son bagage qui est indéniable. Mais de toute façon, eux-mêmes, la République dominicaine, gagne tout moyen logistique. D'ailleurs, ils ont une unité spécialisée qui relève 16 fronts et recevoir entraînement, recevoir équipement logistique, il y a une caméra, il y a un drone, il y a un motocross, il y a toute qualité d'équipement pour surveiller les 387 km de frontières qui séparent les deux pays. Donc, il faut simplement renforcer leur capacité de vigilance frontalière afin de réduire au minimum possible monde qui t'a arrivé passer, mais en premier lieu, c'est son problème de trafic de personnes, son problème de corruption, et cette corruption existe des deux côtés de l'île. Il y a une complicité, et dans les formels, son complicité, c'est qu'on va et comme d'abord, policiers haïtiens, agents d'immigration haïtiens, avec leurs homologues de la République dominicaine, ils ont décidé de faire. De fait, il existe une complicité qui permet le trafic de personnes. Et c'est là que nous disons qu'il aurait dû, le gouvernement dominicain, eh bien, mettre accent sur l'aspect ça tout, et au lieu je dirais, de considérer cette situation comme un problème totalement insoutenable qui vient seulement d'Haïti sans une complicité dominicaine. C'est un premier point important à souligner, Yves Cajus. Deuxième point extrêmement important dans la déclaration président dominicain Luis Abinader concernait la situation migratoire de nos compatriotes en République dominicaine. D'après le président dominicain, bien désormais, Haïtiens qui travaillent à l'autre bois en République dominicaine, ils ont obligé d'un permis de travail. Et le permis de travail, ça, est fini, il faut retourner la caillou dans le pays d'Haïti. Ou même cap diriger Fondation Zile et vous faites un pile travail de recherche, un pile plaidoyer
en faveur de situation compatriotes qui vivent en République dominicaine. Eh bien, qui Jean ou est dossier ça? Et puis, en général, quelle est la situation migratoire de nos compatriotes vivant en République dominicaine? Il ne faut pas oublier que la République dominicaine a été lancée en 2015, 2014-2015, après cette résolution du tribunal constitutionnel qui était fait bruit. C'est un scandale international lors de la dénationalisation des personnes ayant pris naissance entre 1929 et jusqu'en 2010. Et donc, à ce moment-là, le gouvernement dominicain a lancé un plan national de régularisation des étrangers. Donc, en effet, les gens qui sont arrivés inscrits dans le plan Sahara, 90, jusqu'à 96-98%, c'était des compatriotes haïtiens. Cependant, l'on a regardé les résultats ou bien l'impact de ce plan de régularisation de 2014 jusqu'à 2020. Et donc, nous voyons que, premièrement, le plan de régularisation que les PNRE, il n'est pas arrivé à couvrir la totalité des Haïtiens en situation irrégulière. Tu as gagné une enquête nationale de l'immigration sur la présence d'étrangers qui était faite en 2013. Et l'enquête ça, l'ITBAI, et que nous sommes autour de 497 000 immigrants. Ça, il n'y a pas de compter les fils d'immigrants qui sont les dominico-haïtiens ou bien les dominicains d'origine haïtienne sérieusement affectés ou bien fortement affectés par la résolution de dénationalisation du tribunal constitutionnel. Et donc, dans ce cadre-là, le président Abinader l'IPA mettait totalement clair qui sera le fait avec les gens qui sont en situation pour renouveler le statut de migrants formellement reconnus en République dominicaine à travers du plan national de régularisation. Et il faut dire qu'il y a un ami d'Haïti, son journaliste très connu et très respecté en République dominicaine, actuellement nommé ambassadeur dominicain en Espagne. Là, on a parlé de Juan Bolivar Díaz. D'ailleurs, Juan Bolivar, la Fondation Zile Tebal ont pris nos activités que nous faisons chaque année qui est les prix diaspora dans le cadre de la semaine de la diaspora. Donc, il y a quelques années, le prix de communication a été offert à notre ami Juan Bolivar Díaz, qui est quantique sur ça, sur la situation des personnes qui étaient inscrites dans le plan de régularisation, mais qui, journée aujourd'hui, yo te ba un statut pour un an qui doit être renouvelé chaque année. Donc, journée aujourd'hui, monsieur bail le nombre, monsieur déchiffre bagay là, et il faut gagner autour de 160 000 compatriotes haïtiens qui pas gagné on dit actualisation, ils n'ont pas gagné une sorte de mise à jour de leur statut, et ceci, et je dirais que c'est une tâche pendante de l'administration Abinader, et nous autres à la Fondation Zile, évidemment, nous continuer à échanger avec l'autorité. D'ailleurs, on a même tout annoncé et que le chancelier haïtien a fait une visite de travail qui a commencé la privée dimanche, ce dimanche, et ces rencontres et réunions ont commencé lundi. Donc, la Fondation Zile a déjà un rendez-vous pendant avec les autorités haïtiennes, avec le chancelier haïtien, pour présenter des éléments importants de la conjoncture haïtienne-dominicaine et la situation des compatriotes haïtiens, afin de voir comment les autorités haïtiennes elles-mêmes capables d'aider à ce que cette situation ça y arrive de résoudre. Mais de dossiers, on a parlé de situation et de relations haïtiano-dominicaines, dossiers que vous analysez là, ce sont des dossiers récurrents. C'est pas qu'il y a d'un gouvernement dominicain, d'un président ou l'autre, c'est toujours même bagaille, c'est même position par rapport à la République d'Haïti. Est-ce que nous sommes capables de continuer à fonctionner tout le temps, nous obligés à réagir par rapport à qui mesure Dominicani
apprend par rapport à Haïti ou bien compatriotes haïtiens qui vivent en République dominicaine. Du côté d'Haïti, du côté du gouvernement haïtien, au cours de ces dernières années, qu'est-ce qui a été fait pour nous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, nous n'avons pas toujours trouvé dans une situation de réaction par rapport à la République dominicaine, le gouvernement est monté, il prend des mesures qui ont affecté les Haïtiens. Quelle est la position? Qu'est-ce que ça mettait en place pour nous faire face à la situation? Oh, ça, c'est une belle question, et mon cher ami Yves. Et moi, je connais comme ça, je connais que thème sont thème d'intérêt pour Caméra Mosaïque, que nous avons suivi depuis des années, et je suis totalement d'accord avec vous. Et où le bas blesse, c'est justement un manque de politique de la part d'Haïti face à la République dominicaine. Nous pas jamais une politique définie. Si aujourd'hui là, nous avons posé autorité haïtienne question pendant les 10 dernières années, qu'est-ce que Haïti a gagné dans sa gestion des relations avec la République dominicaine? Je ne crois pas que l'autorité a une capacité pour répondre non. Parce que pas de gagner une politique définie avec des objectifs clairs. Et c'est ça que nous devons porter autorité, quel que soit le gouvernement, à définir, à adopter. Il faut une politique et une politique qui doit avoir les voies et moyens pour atteindre des objectifs. Pour qui ça? Et nous avons décidé de gérer les relations avec la République dominicaine de telle façon parce que nous gagnons un objectif défini. Et par exemple, l'objectif aurait pu être, et ça, et en tant qu'organisation de la société civile, nous attirons l'attention des autorités haïtiennes et ça a été dur pour nous autres de le vivre lors du plan national de régularisation. Et je prends 2 minutes pour par exemple ça rapidement, Yves. La loi de l'immigration actuellement en vigueur en République dominicaine, l'est votée en 2004. En 2004. Et cette loi de l'immigration, elle prévoit le plan de régularisation. Elle la donne. Donc ça veut dire que depuis 2004, nous-mêmes, nous avons attiré l'attention aux autorités dominicaines, haïtiennes, pour nous dire, chers amis, il faut que nous préparions parce que le bon plan de régularisation, il faut que nous ayons capacité pour nous bailler la communauté un document qu'il faut pour l'inscrire dans le plan de régularisation. Donc, de 2004 jusqu'en 2015, le plan a commencé. Malheureusement, Haïti n'a pas de Paris. Haïti n'a pas de jambe Paris. Donc, ça vient nous poser que plus de la moitié de la communauté haïtienne n'a pas de bien capacité pour le rapidement à présenter les documents basiques qu'il faut pour rentrer dans le plan. Parce qu'il faut porter un passeport. Pour le moins, il faut porter un passeport. Et depuis lors, et même avant 2004, et notre bataille pour que en République dominicaine, nous ayons une machine pour la fabrication, bien pour l'impression des passeports, Yves. Parce que la République dominicaine, par contre, si statistiques ont changé pendant les dernières années, ouais, mais moi-même, l'un des fonds bout de temps dans Mavla, en 2009, entre 2009 et 2011, et les dirigeants haïtiens ont fait l'honneur pour faire appel à moi pour diriger Mavla, là, ça, nous avons un chiffre phénomène. Et à cette époque, la communauté haïtienne de la République dominicaine était la communauté majoritaire en termes de demande de passeport à Washington. Nous même c'est pas ton majorité, mais la République dominicaine a représenté 54% des demandes de passeport pour toutes les missions diplomatiques et consulaires d'Haïti dans le monde. Donc, ça veut dire que nous gagnons un petit peu plus de la majorité des demandes. Donc, si il y a une majorité des demandes, nous sommes le pays le plus proche d'Haïti. Alors, on a parlé là de la communauté en République dominicaine, qui c'est la communauté la plus proche, la seule communauté frontalière avec Haïti. Côté nous obligés jusqu'à présent, vous passeport nous juste Washington. Processus ça, son processus qui prend des fois jusqu'à 6 mois, l'offre nous les documents basiques pour que passeport lui-même il tourne imprimé. Donc, et ça fait que en pile de compatriotes nous, il n'y a pas de temps inscrit dans le plan. Donc, nous demandons, et ce qui est, et je dirais, un bagage naturel que nous avons fait depuis des années, et avec
en fait toutes les mesures de contrôle qu'il faut. Ouais. Et nous connaissons qu'il y a une certaine préoccupation du gouvernement des États-Unis et par rapport à l'usage de passeports et même lors de l'attentat de 11 septembre, songez, Yves, je t'ai dit que tu es un monde qui était passé par Haïti. Donc, à pile fois, c'est le gouvernement américain qui insistait pour qu'on contrôle strict des passeports. Donc, nous avons dit, messieurs, au niveau de la Fondation Zilde, nous dit autorités, nous qu'à comprendre ça. Et s'il le faut, pour que le gouvernement américain voit un expert, voit l'autre monde, là, en République dominicaine, dans le cadre d'une collaboration avec Haïti, pour que ça qu'a fait là, il fait bien, nous-mêmes, nous n'avons pas de problème sur ça. Ça que nous avons besoin, c'est de meilleurs services à la communauté haïtienne. Tout ça, c'est une parenthèse que nous avons ouvert pour dire que même en ce qui a trait aux services qu'il faut offrir à la communauté haïtienne, Haïti n'a pas gagné une politique, il n'a pas gagné un programme défini, il n'a pas gagné une coordination entre les instances concernées. Parce que vous gagnez effectivement le ministère des Affaires étrangères qui a géré les consulats et les missions diplomatiques, mais il ne faut pas oublier que la diaspora elle-même, il y a un propre ministère, c'est le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, qui doit assurer que l'instance qui concerne en Haïti, la communauté, les services qu'il faut. Donc, son sorte de synergie qu'il me crée entre MAV et le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur qui est lui-même chargé et de la livraison des passeports et archives nationales, tout bas, et pour les actes de naissance, et même avec ONI. Donc, toute instance, ils ont dû travailler ensemble pour contribuer à ce que les Haïtiens républicains aient toujours un document qu'il faut afin de régulariser leur statut en République dominicaine. Donc, on y a de façon beaucoup plus large, il faut dire que, en ce qui a trait à l'aspect commercial et économique, par exemple, jusqu'à présent, Haïti peut jamais convaincre les autorités dominicaines pour que les produits qui constituent ça que nous le marché ethnique, ouais, parce que nous avons un marché ethnique là qui est autour de 800 000 personnes entre les immigrants haïtiens et leurs enfants, ouais, les dominico-haïtiens. Donc, nous avons près de 800 000 personnes, même le tout le monde ça n'a pas une forte capacité d'acquisition de biens, mais de toute façon, et à travers des contacts que même vous avez dans la société dominicaine, vous avez amplifié cette possibilité de marché et la distribution de produits commerciaux et que Haïtiens lui-même l'Italien continuent à consommer pendant le territoire dominicain. Donc, pour même le pas publicité l'affaire, même notre bière nationale, son bière qui est très prisée en République dominicaine, non seulement dans la communauté haïtienne, mais aussi par les Dominicains eux-mêmes. Jusqu'à présent, on n'a pas qu'à passer la frontière avec notre six-pack, Yves. Oui, il y a saisi le nom. Donc, en Haïti, nous n'avons jamais de capacité pour négocier, mais on permet que bière là et négocier avec la République dominicaine, que bière là, il est capable de distribuer, même si comme dans nous faut payer les taxes qu'il faut, mais pour que la communauté haïtienne, non, et les restaurants haïtiens sont problème grave pour les restaurants haïtiens. Actuellement, à Santo Domingo, il faut que nous gagnions plus ou moins 3 restaurants, un restaurant de standard, standard plus ou moins acceptable. Ouais? Et parmi les restaurants, et donc il y a la Maison Créole qui est servie de centre culturel pour la communauté haïtienne. Mais malheureusement, pour que Maison Créole joigne bière pour vendre à ses consommateurs, à ses clients, son casse-tête chinois. Alors là, et tout ceci pour dire qu'il faut l'élaboration d'une politique de la part d'Haïti face à la République dominicaine et qui ait des objectifs clairs, même en plan d'action, et qui doit un calendrier pour nous dire, bon, on a 1 an, on a 2 ans, mais ça que n'a pas obtenu, mais qui s'en a cherché dans nos relations avec la République dominicaine. Ma foi remarqué et ministre Edwin par raison et tout problème ça yo et n'a pas abordé jodia dans l'émission ça c'est ça des problèmes récurrents en ce qui a trait aux relations haïtiano-dominicaines
Yo vini, y aller, yo tourner, etc. C'est pour un qui concerne le gouvernement, ça, etc. Ce sont des problèmes récurrents. Et en nous, c'est, on t'a dit, pas arrêter en mode réactif, toujours à réagir par rapport à qui ça, Dominicain lui-même la prend et en termes de mesures pour défendre intérêt pays-pal. On va permettre de retourner un petit peu en arrière, ça concerne ou même personnellement l'autre ministre et au niveau de MAV. Et moi rappelle au signé un accord avec un collègue et ministre des Affaires étrangères à l'époque, eh bien pour te permettre eh bien gagner un représentant du MAV dans chaque grande mission diplomatique haïtienne à l'étranger. Ma double question, est-ce que d'abord et nous avons dit accord ça toujours est en application presque plus que 10 ans après. Et ça veut dire, est-ce que gagner et au niveau de nos consulats, de nos ambassades, eh bien, un représentant MAV. Ça, c'est un. L'autre question, hein, c'est au niveau de la chancellerie. Et qui est-ce qui gère le dossier, dit, relations haïtiano et dominicaines dans la chancellerie? Est-ce que il y a une sorte de direction, une sorte de bureau, eh bien, lui-même, qui spécialisé sous dossier extrêmement important en ce qui a trait aux relations haïtiano et dominicaines? Pour la première question, je remercie en pile, et mon cher ami Yves, que vous changez accord ça. Et c'était d'ailleurs le premier accord de ce genre qui était signé entre ces deux ministères. Et il y a pile de monde qui était un petit peu confus et il n'a pas fini de comprendre quel est le rôle du MAV. Donc, nous avons bien défini le rôle chacun de ces ministères. Affaires étrangères là pour gérer les relations internationales d'Haïti, le MAV est là pour gérer les relations interhaïtiennes, encadrer nos communautés et partout qu'elles se trouvent dans le monde. Donc, vous avez bien défini les points essentiels de l'accord, une présence d'un représentant et du MAV dans toute la mission consulaire et diplomatique. Tu as parlé d'une sorte de séminaire de formation où nous avons choisi un membre de ce personnel pléthorique que Affaires étrangères gagne et que jusqu'à présent gagne partout et dans les plus de 40 missions d'Haïti dans le monde. Et en pile, dans le monde, ça n'a pas fait rien, il n'a pas pris rien. Et donc, nous avons choisi un monde qui a plus de capacité, formation sur les sujets d'intérêt pour la diaspora. Et de cette façon, nous avons représenter le MAV. Malheureusement, et comme nous connaissons, avec les changements de gouvernement, toujours il y a des cassures. Toujours il y a des cassures. Soit que les gens qui viennent, bon, dit bon, et ça, si nous faisons, il va dire que c'est travail de notre ministre, là, donc il ne peut pas le faire, ou bien simplement, ils ne pas comprendre comme dans l'importance, et puis, la tomber à l'eau. Donc, ça, il n'y a pas eu de continuation. Cependant, accord, on est là, il existait, il signé, et chaque fois que j'ai opportunité de parler avec les responsables du MAV, on toujours fait songer. Là, on voit copie bail. Chaque fois qu'on a des gens qui montent, c'est plus ou moins monde que j'ai des bons rapports avec lui, on voit le bail. Ouais. Dans le cadre de cet accord, il y avait même un autre élément intéressant, c'est avec Affaires étrangères, c'est la formation d'un groupe de consultation avec les ambassades des pays à plus forte présence d'Haïtiens. Ouais, donc, d'ailleurs, nous avons fait une première grande réunion qui était assez intéressante. Côté de Cuba était là, et Kenneth Merton était là. Donc, nous avons mis négocier ensemble sur un rapport à la diaspora haïtienne, qui gagné d'autres ambassadeurs du Canada, de la France. Donc, tout le monde a été là. Tout le monde a été là dans le cadre de ce groupe et consultatif que nous avons créé pour mieux gérer les relations avec la diaspora et mieux répondre à certaines situations qui ont surgi dans l'une de ces communautés, et j'aime dire à plus forte présence haïtienne. Maintenant, un rapport, et alors, dans ce cas-là, il faut dire que il n'y a pas eu de continuation, mais l'accord, il a toujours à quoi exister. En effet, Yves, depuis que le défunt Guy Alexandre, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, était en vie, et monsieur t'a encouragé l'autorité chancellerie haïtienne pour créer ça que le BAD. BAD, c'est Bureau des Affaires dominicaines. Ouais, donc BAD là, et il était un bureau dans
et ministère des Affaires étrangères d'Haïti. Et donc, dans la vie institutionnelle, il y a des débats. Et actuellement, on a dit que l'on sort de léthargie, quoique, une personnalité, nos amis, cap dirigé, et c'est l'ami Pierre Lamotte, monsieur écrit un livre sur les relations haïtiano-dominicaines, mais même pas quoi que c'est une structure, c'est un organe que le ministère lui-même et la présidence et d'autres instances qui viennent pour avec la diplomatie haïtienne, pas quoi que l'importance qu'il faut. Donc, c'est là le problème. Donc, vu que pas l'importance, il n'y a pas même travail pour le faire. Bon, il y a une façon de débattre pour le faire bagaille, mais que les plus ou moins, on dit, attendre à ce que même les rapports que nous avons envoyés n'aient pas tenu compte de ça, donc fait ça vous voulez. Alors, je ne pas croire que l'équipe qui a travaillé dans les conditions favorables à faire, on dit, à produire un travail de qualité. Et parce que il n'y a pas, et au plus haut niveau, ils ont une sorte d'encadrement ou bien une volonté politique à ce que ce bureau, cet organe puisse se renforcer. Du côté dominicain, et garantie est différent, même là, nous sommes capables de dire tout, en toute objectivité, que il n'y a pas d'influence que l'État doit gagner. Bon, supposé. Alors, il y a même un personnel beaucoup plus large que ça n'y est en Haïti. Il y a des bureaux beaucoup plus spacieux que ça n'y est en Haïti. Parce que il y a mis des petits coins dans l'affaire étrangère et en Haïti. Mais dans les deux cas, moi, quoi que le monde qui a dirigé tous les deux bureaux, ça a dû gagner un rôle beaucoup plus actif dans la gestion des relations bilatérales. Alors, pour revenir à Haïti exclusivement, et c'est le principal problème, et la volonté politique pour améliorer la gestion des relations avec la République dominicaine, eh bien, n'est pas présente. Nous pouvons ou bien, il y a des fois, nous-mêmes qui vivons une situation au jour le jour, nous disons parce que probablement, nous n'avons pas à comprendre et tous les éléments du contexte haïtiano-dominicain, les éléments de la réalité migratoire haïtienne et dominicaine qui fait que cette gestion bien, est dans la situation que nous connaissons déjà. Et j'en ai rappelé l'an depuis des années, n'a traîné, donc nous pas jamais gagné une politique définie avec des objectifs clairs face à la République dominicaine. Sou fek banche, wap suiv Caméra Mosaïque sur MCTV Boston. Invité nous aujourd'hui, c'est Edwin Parison, ancien consul général, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Et nous recevons aujourd'hui en tant que fondateur, directeur exécutif de Fondation Zidlé ou institution, les mêmes qui ont fait plaidoyer, ça fait déjà longtemps, pour améliorer relations entre les deux peuples haïtiens et dominicains. En parlant de Fondation, dans le travail que Fondation l'a fait, quelle relation Fondation a gagné avec le gouvernement haïtien? Est-ce que recommandations, parfois des suggestions que nous-mêmes nous faisons et pour améliorer et relations entre deux peuples, est-ce que le gouvernement généralement lui prend ça en considération, Edwin Parison? Bon, alors, si nous avons que pas de volonté politique pour que nous même considérer des rapports produits par des organes de l'État, et tant que le BAD ou bien tant que d'autres organismes publics. Donc, il est beaucoup plus difficile qu'on y a là pour la Fondation, qui est une organisation privée, et pour arriver à convaincre les autorités. Mais de toute façon, dans toute objectivité, il faut qu'on dise que des fois, nous recevons des appels des autorités, soit de la chancellerie d'Haïti, soit de l'ambassade d'Haïti, et pour avoir notre point de vue, son aspect, son question bien déterminé. Et pour cette période de la pandémie, et je dirais que la Fondation est bon travail
assez important que le fait. Et premièrement, nous avons un document que nous avons préparé, ce document qui a 10 propositions là-dedans, et des propositions pour la gestion de certains aspects qui, normalement, de façon naturelle, ils doivent avoir une approche binationale. Donc, au début de la pandémie, depuis fin février, début mars, nous avons que autorités de pays ont géré la situation de façon totalement individuelle. Chaque monde a fait ça est capable. Mais nous-mêmes, nous avons été probablement la seule organisation et nous faisons même plaidoyer pour ça, Yves, qui vient comme résultat que les autorités de la chancellerie des deux pays ont fait une première réunion, en réunion virtuelle, qui vient by tout, en réunion entre les deux présidents, en réunion virtuelle. Et il faut dire que dans ce qui a été discuté entre les autorités des deux pays, eh bien, nous rejoignons avec pour le moins des 10 propositions que nous avons faites dans le document ça que nous avons publié et que nous avons envoyé par l'autorité de tous les deux pays. On n'est pas, Andy, et nous croyons qu'il y a beaucoup plus à faire. Et moi, j'ai annoncé tout à l'heure là que nous avons une réunion pendant et lors de cette visite du chancelier haïtien en République dominicaine. Et nous maintenons des échanges avec les autorités dominicaines et il y a plusieurs mondes que nous connaissons de façon personnelle, qui sont des amis, et que nous exprimons nos inquiétudes par rapport à divers aspects des échanges entre les deux pays. Donc, l'important, c'est que la communication est ouverte et la communication se maintient. Donc, on dit que la première satisfaction, c'est que ça que nous devons faire pour que l'autorité de tous les deux pays connaisse, pour être au courant de certains aspects, des fois, et à potentialité conflictuelle entre les deux pays, nous connaissons. Il n'y a pas qu'à dire, si on ne prend pas des mesures, il n'y a pas qu'à dire c'est parce qu'on n'a pas de information. Donc, la Fondation Zile continue de jouer son rôle et on dit de promotion des rapports harmonieux entre les deux pays. Et pour nous, notre allié principal, c'est le peuple dominicain. Ouais? Donc, et c'est pour ça que nous voulons toujours renforcer nos relations avec les organisations de la société civile dominicaine, avec le peuple dominicain de façon générale. Donc, discours, nous, son discours vers le bon voisinage, vers la solidarité, vers l'amitié et tout ce qui pourrait être considéré comme la coopération haïtiano-dominicaine. Et c'est pour cette raison que, en plusieurs occasions, nous prononçons publiquement et de façon critique, alors, dans le cadre d'une critique constructive par rapport à des discours que tiennent les autorités des deux pays, que nous pensons que ces discours peuvent être dérangeants. Donc, pour donner un exemple concret, le fait de considérer Haïti, par exemple, comme un pays failli, ou bien de dire qu'Haïti est une charge insoutenable. Et donc, nous croyons que son bagage qui pas contribuer à des rapports sains, à des rapports harmonieux, à des rapports transparents entre les deux pays. Donc, il faudrait, je dirais, une reconsidération du discours public que tiennent les dirigeants des deux côtés. Et là, on a continué à tirer attention sur ça. C'est sous dernière déclaration de Edwin Parizeau, n'a mis fin avec émission Caméra Mosaïque sur MCTV Boston. N'a rappelé encore une fois, Edwin Parizeau, c'est ancien consul général, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine et fondateur et puis directeur exécutif de Fondation Zile. L'État a réagi sous déclaration récente de nouveau président dominicain Louis Abinader. Eh bien, dans le cadre de présentation bilan, depuis l'arrivée sous pouvoir, ça fait à peu près 100 jours. Merci le fait que tu aies choisi pour te passer un petit moment ça avec nous. Nous souhaitons pour passer une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend de à qui doit regarder l'émission ça. Eh bien, n'a parlé très bientôt.